Comment décarboner le bâtiment ? Quels sont les matériaux d'avenir de la construction ? Comment mieux trier les déchets de chantier ? Quelles solutions face aux défis du confort d'été ? Si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Bâtir pour le climat, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la transition environnementale dans le secteur du bâtiment. Bâtir pour le climat est un podcast du Moniteur, des cahiers techniques du bâtiment et de Négoce. Je suis Carole Ferry, directrice des rédactions. Dans ce podcast, je reçois des professionnels du secteur de la construction durable. Ensemble, nous discutons de leur vision, de leurs projets à impact positif. Ils partagent leurs expériences, ils apportent un éclairage précieux pour vous aider à mettre en place des solutions concrètes. Très bonne écoute. Ce podcast est soutenu par notre partenaire Kingspan France. Isoler son bâtiment tout en garantissant sa performance énergétique et une faible émission carbone est un vrai défi. Ce défi, c'est peut-être aussi le vôtre. Kingspan France accompagne les professionnels soucieux de l'impact de leur projet en proposant des panneaux sandwich isolants, des lanterneaux d'éclairement, d'aération et de désenfumage naturel, des isolants de toiture ou de façade, des solutions d'étanchéité ou encore des fixations pour panneaux photovoltaïques. Bâtir est toujours une œuvre et une responsabilité collective. Pour aller dans le sens de votre démarche, les solutions de Kingspan France couvrent toutes les problématiques d'isolation et d'enveloppe du bâtiment. Et comme le bâtiment de demain sera durable ou ne le sera pas, le groupe Kingspan agit déjà depuis plusieurs années dans le cadre de sa démarche Planet Passionate. Au total, ils ont réduit de 30% leur intensité carbone à l'échelle mondiale. La démarche de Kingspan France, c'est aussi celle de la communauté d'acteurs engagés de bâtir pour le climat. Pour découvrir comment Kingspan France peut vous accompagner, rendez-vous sur kingspan.com/fr/fr. Kingspan, c'est kingspan.com/fr/fr. Kingspan France et Bâtir pour le climat vous souhaite une bonne écoute. Marie-Luce Godinot, bonjour. Bonjour Carole. Vous êtes la directrice générale adjointe en charge de l'innovation, du développement durable et des systèmes d'information du groupe Bouygues. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons voir comment un acteur majeur tel que Bouygues aborde la question de la transition environnementale. Qu'est-ce qui a déjà évolué? Qu'est-ce qui va continuer à changer? Vous avez longtemps été chez Bouygues Construction, filiale historique du groupe, mais le pôle construction, ce n'est pas que ça. On va le voir ensemble avec Colas, Bouygues Immobilier ou encore Equans dans les énergies. Alors pour commencer, votre stratégie bas carbone a été validée par le gendarme du secteur, le SBTi. Quels sont vos objectifs et comment vous comptez les atteindre ? Alors merci Carole pour cette question parce que souvent on parle seulement d'objectifs SBTi en disant c'est quoi les objectifs. Alors c'est important d'avoir des objectifs mais je pense que la partie la plus importante c'est de dire comment est-ce qu'on va y arriver. Donc la démarche qu'on a choisie c'est de se dire on va faire cette démarche d'objectifs et de trajectoire et de levier d'action, on va le faire par pôle. Et c'est pour ça qu'on n'a pas choisi, comme certaines entreprises, de faire un engagement pour tout le groupe. On a dit, on va prendre tous nos métiers et on va leur demander de réfléchir, de se fixer. Et alors, quel résultat ça a donné pour la construction ? Alors, pour la construction. Donc, si je vais prendre les métiers de la construction, on va dire, il y en a 4. Je vais tout de suite parler d'Equans parce qu'en fait, Equans a été racheté il y a maintenant, c'était en octobre 2022 qu'il a rejoint le groupe. Et donc, dans ce cadre-là, on lui a demandé de s'engager dans cette démarche. Et aujourd'hui, il est en processus de certification. Donc, il est rentré dans la démarche, mais on n'a pas encore la finalité et la fin des opérations. En revanche, les 3 autres métiers du pôle construction, Bouygues Immobilier, Bouygues Construction, Colas, ont été certifiés. Et ils ont été certifiés chacun avec des objectifs un peu différents. Donc Bouygues Construction, par exemple, il s'est engagé à moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre sur le scope 1 et 2 d'ici à 2030, en absolu. Scope 1 et 2 qui sont les activités principales. Alors, le scope 1 et 2. Alors, exactement. C'est vrai qu'il y a le scope 1 et 2, c'est vraiment l'énergie, les carburants qu'on utilise pour finalement faire nos activités. Et puis après, il y a le scope 3, qui est en général découpé en 2 parties. Le scope 3 amont, c'est en fait tous les gaz à effet de serre qui sont émis pour fabriquer ce dont on a besoin pour incorporer dans ce qu'on achète. Le béton, les ventiloconvecteurs, les portes, enfin bon, l'ensemble de ces sujets-là. Donc ça, c'est le scope 3 amont. Et puis vous avez le scope 3 aval. Là, c'est en fait l'énergie qui sera consommée par le produit qu'on fabrique.
l'énergie consommée par le bâtiment quand il sera en activité. Donc voilà. Il faut voir que pour une entreprise comme Bouygues Construction, par exemple, le scope 3, c'est 90% de son empreinte carbone. Néanmoins, on a pris à la fois des objectifs sur le scope 1 et 2 et des objectifs sur le scope 3. Donc des objectifs. Donc pour Bouygues Construction, par exemple, c'est moins 40% d'ici 2030 sur le scope 1 et 2 en absolu. Et puis pour le scope 3, là, 2 objectifs différents, parce que chez Bouygues Construction, j'ai des activités bâtimentaires et j'ai des activités de travaux publics. C'est pas exactement la même chose. Donc sur les activités bâtimentaires, on a considéré qu'on ferait moins 30% en intensité kilogrammes de CO2 par mètre carré d'ici 2030, alors qu'on ferait moins 20% en absolu pour la partie travaux publics. Donc c'est voilà. Et pour chacun des métiers, comment on y arrive? Alors, déjà, première chose, il faut se dire, c'est quoi nos impacts, c'est quoi nos leviers principaux? Alors sur l'énergie, et tout ce qui est scope 1 et 2, en général, on est quand même dans des leviers qui se ressentent, ils sont pas hyper exotiques, hein. On va électrifier la flotte de véhicules. Quand on a besoin de carburant, par exemple, c'est beaucoup le cas chez Colas, qui a une grosse empreinte carburant, parce qu'ils ont des engins qu'il faut faire tourner, etc. C'est changement de mode de carburant, éventuellement en passant... électrique, éventuellement hydrogène? Alors, électrique, éventuellement hydrogène, biocarburant. Après, quand on regarde le scope 3, alors, le scope 3 aval, on va dire, c'est tout ce qui est consommation dans les bâtiments, etc. Ça, c'est changement de mode de chauffage, efficacité énergétique des bâtiments, etc. Donc ça, c'est les leviers qu'on peut activer, qui sont des leviers qu'on doit travailler avec nos clients, hein, parce qu'on n'est pas tout seul à décider quel mode si on met des pompes à chaleur dans les bâtiments. Hein. Mais bon, il y a cette partie-là. Et puis après, il y a le 3 amont, et là, c'est tout le monde des matériaux. Et là... on peut réfléchir de façon différente. La première chose à laquelle on pense immédiatement, en général, c'est est-ce qu'on peut substituer un matériau par un autre, un matériau moins carboné. Avec les mêmes fonctionnalités. Avec les mêmes fonctionnalités. Béton. Performance. Béton bas carbone. Performance. On va en voilà, biosourcé, etc. La deuxième chose, c'est de se dire, si je peux pas substituer, il faut aussi, j'imagine, m'en passer. Et là, on est dans le domaine de l'éco-conception. Est-ce que je peux mettre moins de matière? Ou alors, est-ce que je peux utiliser de la matière réemployée, recyclée ou réemployée? Là encore, impact carbone aujourd'hui du réemploi, c'est 0. Est-ce que c'est compliqué de concilier l'équation économique liée à cette transition environnementale? Alors, c'est vraiment un travail qu'on doit faire avec les clients. La transition environnementale, personne ne la réussira tout seul dans son coin en disant « moi, la transition environnementale, c'est moi qui la porte ». Je pense qu'il faut que chacun fasse un effort. Et c'est vrai que là, il faut qu'on engage toute la chaîne de valeur, depuis les fournisseurs jusqu'aux clients. Bouygues, les métiers de la construction de Bouygues, dans une grande partie, ce sont des métiers de service. Ils répondent à des besoins qui sont faits par leurs clients. Donc finalement, notre rôle, qu'est-ce qu'il est? Il est d'essayer d'offrir, de développer et d'offrir un portefeuille de solutions qui est contributif finalement à la transition écologique. Et c'est le cas quand on offre des infrastructures de production d'énergie décarbonée, c'est le cas quand on offre des bâtiments bas carbone, c'est le cas quand on offre des fermes solaires, etc., quand on est capable de les construire. Donc c'est ça, l'objectif, c'est de pouvoir avoir un portefeuille de solutions qui soit adapté, être capable de faire de la rénovation. Et puis la deuxième chose, c'est de discuter avec ses clients et de les convaincre de prendre et d'adopter ces nouvelles solutions. Et ça, l'aspect économique... Qui sont peut-être parfois un peu plus chers. Alors en France, il y a des réglementations sur certaines parties. Alors quand il y a une réglementation, l'intérêt de la réglementation, c'est que tout le monde joue dans la même cour, avec les mêmes règles. Et donc la réglementation, par exemple, la RE 2020 en France, évidemment, elle a aligné tous les acteurs sur des objectifs de performance. Donc là, c'est une chose. Ça n'est pas le cas dans tous les pays. Bien sûr. La sensibilité, ça peut nous réjouir ou nous frustrer, mais en tout cas, la sensibilité dans les différents pays est extrêmement différente. En Europe, on sait bien qu'avec le Green Deal, il y a une vraie volonté d'avancer dans la décarbonation du continent. Je dois avouer que aux États-Unis, c'est pas exactement le cas. C'est plus compliqué. Est-ce que la crise que vit aujourd'hui la construction neuve est un frein à ces objectifs que vous vous êtes fixés? Alors là, évidemment, on parle plutôt pour la France. Oui, on parle plutôt pour la France parce qu'on parle de crise. Oui, il y a une crise de l'immobilier neuf en France. Voilà, on est vraiment... Heureusement, nos activités sont largement plus vastes que ça, puisqu'on a effectivement à la fois dans la partie construction, au-delà de l'immobilier et de l'industrie. En France, on aime bien parler de notre situation. Alors, mais en France, par exemple, il y a quand même l'industrie, par exemple, il y a plus de projets d'industrie. Donc, le carnet de commandes de Bouygues Construction se porte malgré tout pas mal. Et puis, Colas, qui est sur la route, ne vit pas la même situation de crise que celle de l'immobilier neuf en France. Sûr. Mais il reste le sujet de, effectivement, le neuf, il y en a moins.
En revanche, ça offre des opportunités sur d'autres sujets, comme la rénovation, la réhabilitation, sur lequel, là, il y a un certain nombre de demandes. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que cette crise du neuf n'est pas finalement un accélérateur du marché de la rénovation ? Et quand on sait que 80% des bâtiments et infrastructures de 2050 existent déjà, c'est finalement un formidable marché. Alors, vous avez raison, on est dans une phase d'accélération sur la rénovation. Alors, la crise, peut-être, l'accélère, mais on est de toute façon dans une phase d'accélération parce que la rénovation, la réhabilitation, c'est une façon de répondre à d'abord... Adapter les bâtiments et les infrastructures. Oui, aujourd'hui, on construit que 1% de bâtiments neufs par an, je veux dire. Donc, il faut bien que le reste du parc, toutes ces bâtiments qui avaient des performances énergétiques quand même moindres, qui datent d'il y a des années, il faut les transformer, les rénover. Et c'est ça qui va aussi accélérer la transition. Donc, de toute façon, la réhabilitation, le recyclage, etc., c'est une réponse, ou en tout cas c'est un levier pour la transformation environnementale. Donc de toute façon, il faut accélérer sur ça. Et c'est vrai que en France, puisqu'on se focalise sur ce périmètre, toute la stratégie nationale bas carbone poussait à cette dynamique-là, qui ne va pas assez vite. On le sait qu'elle va pas assez vite, mais bon, on continue d'accélérer néanmoins sur le sujet. Alors, vous nous parliez de la RE 2020. Il y a eu un certain nombre de levées de boucliers lors de sa mise en œuvre. Vous en êtes où aujourd'hui ? Combien vous avez de projets terminés ? Parce que c'est vrai qu'il a fallu le temps que tout ça sorte de terre. Et quel bilan vous en tirez ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu des... Oui, c'est vrai, quand Il y en a eu. Oui, il y en a eu. Et il y en a eu, si on se rappelle l'histoire un petit peu, c'est qu'avant la RE 2020, pour préfigurer la RE 2020, il y avait le label E+, C-, qui était en place. Et donc, pendant quelques années... Pour expérimenter ça, ce qui était une bonne chose. La petite surprise qu'il y a eu, c'est que finalement, la réglementation n'a pas retenu le même mode de calcul que celui qui était dans la partie labellisation E+, C-, et notamment sur la partie carbone intégrée dans la construction. Donc, c'est sûr que ça a un peu déstabilisé, je dirais, la profession à un moment. Ceci dit, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont rentrées globalement dans l'ordre. Quand vous avez, ce que je disais tout à l'heure, quand vous avez une réglementation, les gens s'alignent sur cette réglementation. Aujourd'hui, vous savez que la RE 2020, il y a des seuils qui montent. On va avoir le 25, le 28, seuil en 2025. Voilà, le seuil de 2025, a priori, je pense ce sera bon. On voit que 2028, 2031 sont des seuils qui sont plus ambitieux, à atteindre. Et donc, vous dites, ça va être compliqué ? Non, je pense que il va falloir repousser ou non, c'est bon. Alors, en tout cas, si je prends le groupe Bouygues, on est capable aujourd'hui et on a des solutions pour atteindre ces performances. Et on a eu des bâtiments qu'on a pu, des concepts building qu'on a mis en œuvre. Je vais en citer un qui est le concept archi sobre, qui a été élaboré notamment avec Franck Boutet que vous avez reçu il n'y a pas longtemps dans le podcast Bâtir pour le climat. Dans le podcast Bâtir pour le climat. Donc on a fait ce bâtiment qui est vraiment un bâtiment qu'on a conçu en concept building, où on s'est dit voilà comment est-ce qu'on peut vraiment optimiser l'ensemble des émissions sur ce bâtiment, et il atteint aujourd'hui, il est meilleur il est en performance meilleur que ce qu'on attendra en RE 31. Donc voilà, comme quoi c'est possible, mais comme toujours, ça va nécessiter d'accompagner toute la filière, et changer toute une filière, c'est toujours long et compliqué, évidemment. Est-ce que parfois à l'étranger, on vous demande conseil sur ce qui est fait en France ? Alors, à l'étranger, mais comme en France d'ailleurs, les gens sont toujours hyper intéressés par avoir des retours d'expérience sur ce qui se passe. Et en général, ils sont intéressés par tel ou tel pays qui a une problématique particulière ou qui est en avance sur le sujet. Donc c'est sûr qu'en France, sur ces sujets-là, on est plutôt précurseur sur ces sujets-là. Et donc on peut prendre des solutions qu'on met en France et les proposer à nos clients. Mais on peut faire le contraire. On peut aussi avoir des solutions qu'on a mis en œuvre dans d'autres pays et venir les importer en France. On voit par exemple que la géothermie ou les systèmes comme ça, comme les systèmes à test de géothermie, sont beaucoup plus développés dans certains pays comme les Pays-Bas ou la Belgique. Et on se dit, commence à beaucoup en parler en France quand même. On voit bien que ce serait une vraie solution. On en parle. Pour le maintenant, rafraîchissement. Il reste plus qu'à les faire. Oui. Et donc donc typiquement, on en parle, c'est tout à fait faisable. C'est des solutions sur lesquelles il y a des démonstrateurs, des bâtiments et des installations réelles ailleurs. Prenons-les et puis importons-les en France. Donc ça, c'est le cas. Après, vous avez d'autres pays qui ont d'autres types de problématiques. Il y a des pays qui ont des problématiques sur l'eau qui sont particulièrement importantes. Donc là, on peut se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles sont les solutions qu'ils ont mis en œuvre et qui peuvent être importées ? De la même façon, voilà, nous, on est très sur le bois, sur les bâtiments à base de matériaux biosourcés. On peut aussi les importer, les exporter
exporter, on va dire, ailleurs. Donc, c'est vrai que dans un groupe international, ce qui est sympa et ce qui est pertinent pour nos clients aussi, c'est d'avoir ce transfert de retour d'expérience, sachant que quand même, il y a une question de culture et de localité. Il faut toujours s'adapter à la culture, aux enjeux, aux besoins du client et aux ressources locales qui vont pouvoir être mobilisées, que ce soit des compétences locales ou des ressources locales qu'on va pouvoir utiliser et mettre en œuvre dans les ouvrages. Revenons à nouveau en France. Cette nouvelle réglementation RE 2020 amène à évoluer sur les matériaux de construction. En gros, moins de béton, plus de bois, notamment. Je crois que vous avez un objectif de 30% de construction bois d'ici 2030 avec WeWood, une démarche de Bouygues Construction. Vous en êtes où là ? Alors, sur la partie bois, c'est vrai que la réglementation est la RE 2020 dont vous parliez, est extrêmement favorable aux matériaux biosourcés. Et ça fait plusieurs années qu'on a mis en œuvre cette démarche. Aujourd'hui, on doit à peu près être à 15% de la prise de commande de Bouygues Bâtiment France qui concerne des projets en bois. Donc on voit bien que les choses ont largement évolué. Oui. Ce qui est mais il n'y a pas que il faut pas rester que sur le bois. Le bois sera pas la solution universelle. Moi je ne crois pas à la solution magique qui ferait tout bois. D'abord le bois, il faut de la mixité des matériaux, le bon matériau au bon endroit. Non, mais c'est vrai. On le répète souvent dans ce podcast. Oui, et puis le bois, les gens commencent... Enfin, on apprend au fur et à mesure. Alors moi, je ne suis pas scientifique de la forêt, etc. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on commence à se poser des questions sur... le bois, quand on le coupe, forcément, il arrête de pousser. Il faut en replanter d'autres. Voilà, quel est le bilan carbone de l'ensemble ? Qu'est-ce qui est plus pertinent ? Et je pense qu'au fur et à mesure, le niveau de connaissances, de compétences augmente sur ces sujets-là. Et donc, il faut pouvoir être très adaptable. Et puis, c'est tout un écosystème à transformer parce que pour les compagnons de Bouygues notamment et de tous les constructeurs, construire en bois, c'est pas du tout la même chose que construire en béton. Comment vous organisez tout ça ? Comment vous formez les professionnels de demain ? Même la mixité, c'est très compliqué. La mixité, c'est très compliqué. Vous avez absolument raison, mais là, prenons l'exemple du bois. C'est vrai que quand vous allez sur un chantier bois, alors, c'est assez différent d'un chantier béton. Il paraît que ça sent bien meilleur. Ça sent très bon. C'est marrant. C'est vrai que quand on y va, d'abord, c'est moins bruyant et ça sent bon. Et en discutant avec les compagnons, ils sont très contents de travailler sur ce... Et ils veulent plus retourner sur le béton. Je pense qu'ils sont contents d'être compétents sur différentes sortes. Et c'est vrai que quand on a lancé WeWood il y a plusieurs années, on a eu une démarche qui était un peu... Enfin, il y avait plusieurs axes à la démarche. Il y avait évidemment le fait de créer une ingénierie spécialisée WeWood autour de ce matériau-là, parce que qui dit matériau, le matériau il est pas tout seul, il faut qu'il s'intègre dans un système complet pour que les performances d'ensemble, l'acoustique, la thermique, etc. soient appropriées. Donc ça, il y avait vraiment cette ingénierie spécialisée. Ça, c'était la première chose. Mais il y avait aussi un volet qui était de développer des formations adaptées, donc à la fois en interne, mais aussi en externe, pour augmenter finalement le nombre et la filière, le potentiel de gens qui puissent travailler sur ça. Et donc, il y avait l'Académie du bois et de la mixité des matériaux qui a été lancée en 2021 à cette occasion-là. Et les deux autres axes sur lesquels on a travaillé et qui sont très importants, c'est tout ce qui est créer un esprit de communauté finalement au-delà de Bouygues, mais large, pour que justement tous les gens qui travaillent sur ces sujets, à la fois des académiques, les industriels, et puis les entreprises générales ou de construction comme nous, puissent travailler ensemble et réfléchir ensemble à ces sujets-là. Donc la notion de communauté est très importante. Et enfin, des partenariats, parce qu'on se retrouve à devoir faire des partenariats avec des industriels sur ces sujets pour fournir, approvisionner ces sujets. Et comment vous intégrez les bétons bas carbone ? Parce que là, il y a une telle diversité, avec quand même un retour d'expérience qui est encore limité sur les performances. Alors, ça dépend. En fait, il y a énormément de types de béton bas carbone. Alors, je ne vais pas faire un... Il faut s'y retrouver. Bas carbone, parce que le béton bas carbone, c'est un peu une appellation, on va dire, commerciale. C'est parce que, voilà, globalement, on appelle béton bas carbone tous les bétons, finalement, dans lesquels on a substitué une partie du clinker, qui est quand même la partie... la plus polluante. La plus polluante, oui, puisque pour le fabriquer, il faut chauffer fort, et en plus, ça génère une réaction chimique qui dégage du carbone. Donc bon, voilà, les deux mélangés, ça en fait un ingrédient particulièrement émissif. Et donc voilà, c'est comment est-ce que vous substituez ce clinker de façon partielle ou totale par d'autres types de produits. Et donc chacun a sa solution. Et là, chacun a sa solution. Et il y en a eu beaucoup. Alors on a beaucoup parlé des laitiers de haut fourneau, mais il y a les cendres volantes, il y a le biochar. Vous pouvez en avoir de tout ça. Il y a même de la biomasse, là. Oui, vous pouvez aussi intégrer des fibres à l'intérieur, etc. Et ça,
là encore, il y a une question de localisation. Qu'est-ce que vous allez trouver comme matériaux pour substituer et quelles vont être les performances? Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des bétons à base de laitier de Haut-Fourneau, puisque finalement c'était un coproduit de l'industrie sidérurgique, donc quelque part utilisation d'un déchet en forme d'économie circulaire. Donc voilà, donc ça très bien. Les performances finales de ce matériau sont relativement similaires à celles du béton, on va dire un temps de prise un peu plus long. Mais par contre, la mise en œuvre est différente. Et là, c'est très important parce que effectivement, le temps de prise est plus long, la résistance au jeûnage donc est effectivement un peu moins bonne, et puis il faut avoir des conditions atmosphériques et notamment de température qui soient adaptées. C'est-à-dire vous pouvez pas le couler quand il fait trop froid. Donc ça, c'est à prendre en compte dans votre réflexion parce que sinon effectivement, ça change les modalités de mise en œuvre, ça change la façon dont les gens travaillent sur le terrain. Après, il y a d'autres types de béton à base d'argile calcinée, etc., qui sont assez prometteurs pour la suite, qui ont des empreintes carbone qui vont être aussi très intéressantes et qui auront aussi des caractéristiques différentes. On connaissait très bien d'ailleurs des bétons bas carbone dans le passé, depuis assez longtemps, parce que c'est des bétons qui peuvent être très techniques et qui sont utilisés par exemple dans les ouvrages d'art, parce qu'ils ont des performances très importantes, mais ils avaient aussi des coûts peut-être plus élevés pour cela. Mais voilà. Plus largement, au niveau de l'ensemble des activités bâtiments et travaux publics du groupe, quels sont les matériaux qui vous semblent les plus innovants aujourd'hui et prometteurs pour améliorer l'empreinte environnementale du BTP ? Alors, on a parlé là des matériaux, on va dire, du remplacement du béton ou de la substitution du béton. On peut avoir des matériaux géosourcés aussi. On parle beaucoup de la pierre de taille en ce moment ou de la terre crue qui revient. On revient en force. Pour autant, c'est un matériau qui date d'il y a longtemps, mais qui a des performances qui peuvent être intéressantes dans certaines circonstances. Et qui n'a pas besoin de cuisson. Elle est crue. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de cuisson. Bon, après, elle a besoin quand même de résistance. Donc, il faut quand même l'additionner à un certain nombre de choses pour qu'elle résiste bien. Après, on peut parler sur la route aussi, parce que la route aussi, il y a des enjeux. Quand on regarde, il y a beaucoup de travaux pour essayer que les enrobés soient eux aussi décarbonés, moins carbonés. Absolument. Et donc, c'est vrai que on peut substituer le liant bitumineux dans la route par tout ou partie, enfin, par une partie de liant, par exemple, à base végétale, de l'huile végétale, etc. Et donc, par exemple, Colas, ils ont deux types de produits, un peu différents pour les routes. Donc, effectivement, sur la route, on peut avoir des matériaux qui sont différents. On a, par exemple, le produit qui s'appelle Végérode. Les performances sont identiques aux performances du bitume ou de l'enrobé traditionnel. En revanche, 30% d'émissions de carbone en moins. Et on a un autre produit qui lui aussi permet d'avoir des enrobés qui sont beaucoup moins émissifs, 70% d'émissions de carbone en moins. Là aussi des liants à base végétale, mais par contre là, c'est pour des trafics qui sont moins importants. Donc pour plutôt de la mobilité douce ou des routes sur lesquelles il y a moins de circulation, etc. Et donc des pistes cyclables par exemple. Par exemple des pistes cyclables, mais à la limite, on n'est pas obligé d'avoir le produit idéal pour tout. Je pense qu'au contraire, il faut avoir des solutions qui soient adaptées en fonction des usages dont on a besoin. C'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin, on n'a pas le même usage quand on est sur une piste cyclable ou sur des trottoirs que ce qu'on est quand on est sur une autoroute. Et donc voilà, c'est là où c'est intéressant. Donc oui, que ce soit dans la route ou dans le bâtiment, on a vraiment tout un travail sur les matériaux qui va nous permettre de substituer tout ou partie de ces matériaux par des matériaux moins impactants. Quel regard vous portez sur le réemploi des matériaux ? Alors, le réemploi des matériaux est extrêmement important. Enfin, si on veut réussir la transition environnementale, quand on parle transition environnementale, c'est vrai qu'on parle souvent carbone, empreinte carbone. Et c'est vrai, c'est important. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a vraiment, nous, quand on réfléchit dans notre stratégie environnementale, on a 3 piliers qu'on adresse. Il y a évidemment contribuer à la transition écologique et bas carbone. Ça me paraît évident. Mais c'est aussi tout ce qui est préservation des ressources. Et le 3e, ce sera la biodiversité. Mais c'est vrai que la préservation des ressources, elle est importante. Aujourd'hui, on a des processus, des modes de fonctionnement, globalement, qui consomment beaucoup de matières premières brutes. Et donc, c'est vrai que le réemploi, on se dit, c'est comme une idée intelligente. Comment est-ce qu'on va faire ? Donc, dans l'idée, je pense que c'est vraiment très intéressant. Après, il faut pouvoir le mettre en œuvre. Et donc, c'est un sujet sur lequel on a pas mal travaillé. Donc, je voudrais donner l'exemple de Cinéo qu'on a lancé il y a pas très longtemps autour du réemploi. Une espèce de magasin de réemploi. Oui, une plateforme technique qui permet de massifier ou d'accélérer la capacité à faire du réemploi. Comment ça ? Cinéo, c'est une communauté. C'est vraiment, là encore, je vous parlais tout à l'heure du bois en WeWood en disant on a vraiment essayé de générer une communauté. Là, c'est pareil. C'est de dire il faut générer cet esprit de communauté parce que c'est tous ensemble
qu'on va y arriver. Et l'objectif de Syneo, c'est de mettre en relation finalement des gens qui ont des demandes à ceux qui peuvent offrir. Et c'est vrai que dans la partie... Vous avez un site pour le moment, vous comptez en ouvrir oui, tout à fait. 2 autres, je crois. Oui, tout à fait, exactement, vous savez tout. Vous êtes très au courant, je vois. Donc, on a ça. Et donc, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de petites entreprises. C'est quand même beaucoup d'entreprises qui sont encore de taille très modeste, qui sont sur ce marché du réemploi. Et donc, il faut pouvoir, sécuriser tout ça. Il y a une forte demande. Je pense que l'appétence, elle est là, du côté des clients, du côté des assistances à maîtrise d'ouvrage. Je pense qu'il y a un vrai, Du côté des clients, vous êtes sûr? Oui, d'abord la réglementation et la perspective de la réglementation. Et donc, on sent une appétence. On sent une appétence sur ce sujet-là. Mais ce qui est compliqué dans le réemploi, donc c'est d'abord qu'il y a beaucoup de petites entreprises. Donc, il faut être beaucoup plus souple dans vos demandes que ce que vous pouvez être dans un marché traditionnel. Parce que le jour où vous en avez besoin, il faut essayer de s'adapter aux gisements qui sont disponibles. Et donc, ça oblige toute la profession, que ce soit les clients, les architectes, etc., à repenser en se disant comment est-ce que je peux avoir plus de souplesse et de flexibilité dans mon cahier des charges. À concevoir et à réfléchir dans mon cahier des charges différemment. Aujourd'hui, avec Syneo, il y a eu tout un travail de fait et l'assurabilité est garantie par les fournisseurs. Toutes les questions de performance technique sont traitées. Donc voilà, je pense que ces freins-là, ils ont bien avancé. Mais par contre, il en reste encore d'autres. C'est le sourcing, en fait, la difficulté. Alors, c'est l'adéquation de la demande avec le sourcing, première chose. Et ça, c'est ce que je vous disais. Tout à coup, vous pouvez avoir un gisement qui est pas celui exactement que vous auriez voulu. Alors, ça peut être mieux que ce que vous attendiez, c'est ça. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que sur un certain nombre de sujets, l'aspect économique, les gens s'attendent à ce que ce soit moins cher. Or, des fois, c'est plus cher parce qu'il a fallu remettre... À reconditionner, etc. Les gens, ils se disent, c'est de la seconde main, c'est un produit d'occasion, donc si c'est d'occasion, c'est que c'est moins cher. Voilà, c'est notre conditionnement. Quand vous achetez un téléphone reconditionné, vous vous dites, il doit être moins cher. Il doit être moins cher. Donc là, on voit bien, mais c'est parce qu'en fait, on ne valorise pas, cette notion de matière première qui est inclue dans ces matériaux. Donc ça, c'est des freins culturels, je pense, qui vont aller en se levant. Mais un groupe comme le groupe Bouygues, vous en faites beaucoup du réemploi? Parce que aujourd'hui, ça représente quoi, 1%? Oui, c'est de cet ordre-là. C'est assez peu, oui, pour l'instant. Chez vous aussi, c'est ça? Ah, mais chez nous aussi, c'est assez peu. Mais c'est grâce à ces initiatives-là qu'on va, au fur et à mesure, pouvoir développer. Vous pourriez participer à massifier? Eh bien, je pense que Syneo est justement une façon d'arriver à massifier. Un site pour le moment. Oui, mais vous savez, il faut commencer. Et puis, quand on en aura 2 autres, ça fera déjà x3. Vous voyez? Non, mais évidemment, mais il faut accompagner toutes ces entreprises, il faut accompagner la filière et mettre en œuvre des choses qui permettent d'accélérer tout ça. La réglementation nous y aidera aussi, je n'en doute pas. Est-ce que vous travaillez beaucoup également à l'intégration de matériaux biosourcés ou recyclés dans vos projets de construction? Vous nous l'avez dit un petit peu, pour préciser les choses. Bien sûr. Alors, biosourcés, le bois, par exemple, en fait partie. Il y a aussi énormément d'isolants qui sont à base de Exactement, je pensais plutôt à ça. Oui, bien sûr. Donc là, on regarde toutes les alternatives et c'est vrai qu'il y a énormément de fibres végétales qui aujourd'hui sont intégrées dans des isolants. Le béton de chanvre, par exemple, c'est quelque chose... alors oui, mais ça a des caractéristiques qui sont assez différentes du béton. Du béton, ça s'appelle béton, mais c'est pas vraiment ça, c'est plutôt du remplissage, mais pas de souci par rapport à ça, mais des isolants à partir de lin, à partir de chanvre, à partir de miscanthus, toutes les fibres végétales peuvent servir à faire de l'isolant. Il faut savoir qu'est-ce que vous avez comme fibre à l'endroit où vous êtes pour pouvoir faire ces isolants. Donc oui, ça c'est des choses. La paille, elle revient. Alors, elle avait par pas exemple, très bonne. Est-ce que Bouygues construit en paille? Il y a eu des bâtiments dans lesquels on a fait. Alors construire en paille, on n'est pas la maison des 3 petits cochons quand même, donc c'est pas tout à fait ça. Mais on sait que la paille, c'est pas la maison des 3 petits cochons, justement. Ah, mais vous savez que c'est ça qui a quand même rendu la paille, donné à la paille cette mauvaise image. C'était l'histoire des 3 petits cochons où la maison en paille, elle ne survit pas. Non. Mais blague à part sur ce sujet-là, oui, aujourd'hui, il y a des murs dans lesquels on peut faire du remplissage avec de la paille, bien sûr. Mais là encore, on regarde quels sont les meilleurs matériaux au bon endroit pour faire ce qu'on a à faire. Donc, en isolant, on trouve pas mal de matériaux, biosourcés qui doivent avoir obtenu d'ailleurs des certifications parce qu'il y a tous les sujets de moisissure, de machin, etc. Mais ça, évidemment, il y a aujourd'hui de plus en plus de matériaux biosourcés. Donc oui, on intègre ça. Concernant la REP,
l'obligation de trier les déchets des chantiers de construction. Est-ce que vous avez des process généralisés ou est-ce que tout ceci continue à se mettre en place progressivement? Vous nous avez parlé du recyclage, donc ça a l'air de bien avancer. Pour le reste? Bah oui, le tri des déchets, d'abord, c'est une obligation en France depuis déjà un certain nombre de les trier en plusieurs flux. Voilà. Et quand Bouygues Construction, par exemple, avait lancé son label Top Site ou Top Site, je sais pas, ça dépend si on est en France ou à l'international, il y a quelques années, un des critères pour obtenir ce label chantier, qui était un label un peu de RSE pour les chantiers, était de bien mettre en place ces éléments de tri, y compris sur les chantiers à l'international où toutes les réglementations ne sont pas forcément exactement identiques. Donc oui, c'est quelque chose qui est très développé sur les chantiers. Alors, quelles sont les difficultés aujourd'hui que vous rencontrez ? Parce que vous avez plusieurs flux, il ne faut pas se tromper d'endroit où vous déposez les déchets. Donc, parfois, on fait appel à des prestataires particuliers pour justement nous aider ou former les compagnons ou former sur les chantiers à mettre les bons déchets aux bons endroits. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que quand vous détruisez un bâtiment, vous avez changé votre manière soit de vous débarrasser ou de recycler la matière que vous récupérez? De plus en plus, on le détruit plus, on le déconstruit. Voilà. C'est-à-dire que effectivement, de moins en moins, on voit le bâtiment qui s'effondre sur lui-même. Alors, c'est de plus en plus avant cette partie effondrement qui souvent est quand c'est la structure qui reste. Et c'est malheureux de devoir d'ailleurs détruire une structure en béton. Je trouve ça un peu dommage. Il y en a de moins en moins. On a de plus en plus de réhabilitation lourde. C'est-à-dire où en fait tout est enlevé et ensuite il reste le cœur du bâtiment qui est réutilisé pour le bâtiment suivant. Donc ça c'est quand même beaucoup plus. Donc oui, je pense que si on revient une dizaine d'années en arrière, la façon d'appréhender ces sujets-là a considérablement changé. Elle a considérablement changé chez nous, mais elle a considérablement changé aussi dans l'esprit de nos clients et dans ce qui est attendu globalement de la filière de la construction. C'est plus, voilà, on détruit plus, on déconstruit. Dans la décarbonation du bâtiment, il y a aussi la question des énergies. Quelles sont les innovations, selon vous, les plus prometteuses du groupe pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments ? Je pense qu'on en parlait tout à l'heure. Vous savez, dans le bâtiment, alors dans la partie bâtimentaire, c'est quand même la partie chauffage encore qui reste un élément. Ça reste un élément problématique. Ça représente une grosse partie de l'énergie qui est consommée ensuite dans la partie dans la vie du bâtiment. Alors là, on parle de chauffage et je pense que demain on parlera de refroidissement aussi. Donc c'est vrai que toutes les technologies et l'objectif c'est pas d'être techno-centré, etc. Mais c'est de se dire qu'est-ce qu'il faut que je mette en place dans les bâtiments pour optimiser la consommation d'une part et puis d'autre part pour avoir les meilleures façons de produire de l'énergie. Aujourd'hui, on a quand même l'idée d'un bâtiment qui est en symbiose avec son écosystème en disant à quel endroit je dois produire l'énergie, à quel endroit je dois la stocker et à quel endroit je dois la consommer. On est plus à une vision du bâtiment qui est en symbiose et qui va être un élément au sein d'une échelle bâtiment, ville ou bâtiment, quartier, territoire. Je pense que ça, c'est vraiment important de voir qu'on a vraiment évolué. Il y a aussi la récupération de chaleur, par exemple. La récupération de chaleur fatale de plus en plus. Là, on a entendu et on entend de plus en plus parler de data centers dont on récupère la chaleur pour aller chauffer, ce qui est le cas d'ailleurs dans le nord de Paris entre un data center et la piscine que nous avons construite dans le centre aquatique. Donc où la chaleur fatale la chaleur du data center est utilisée pour chauffer de la piscine. Donc de plus en plus, je pense qu'on est dans cette vision-là, la vision que c'est plus le bâtiment tout seul, non, c'est il faut vraiment le quartier, le bâtiment, le quartier, la ville, les usages, en disant comment est-ce que je peux récupérer toute cette énergie et puis quelle production d'énergie. Donc évidemment le photovoltaïque, ça fait belle lurette qu'on en entend parler. Voilà. Alors est-ce que c'est sur le toit, est-ce que c'est sur la façade, est-ce que c'est sur la route, est-ce que c'est ailleurs dans le quartier, à quel endroit? Partout d'ailleurs peut-être. Ou peut-être partout, au bon endroit, avec des échanges et avec des échanges. C'est ça qui est pas le bâtiment tout seul et son non, photovoltaïque. Non, il est pas tout seul, chacun tout seul. Non, c'est pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, il faut regarder ça globalement parce que quand vous avez des bâtiments qui consomment beaucoup à un moment et puis d'autres qui consomment moins, il y en a qui produisent de la chaleur et d'autres qui en ont besoin. C'est tout ça qu'il faut faire. Mais c'est compliqué ces échanges quand même parce que ça implique
des acteurs différents, il faut qu'ils se mettent d'accord. Ah bah oui, et c'est toute la question à la fois des jumeaux numériques et des smart grids, donc qui sont des notions qui existent depuis un certain temps, mais qui sont pas faciles à mettre en œuvre pour la raison que vous évoquez, c'est-à-dire qu'il faut avoir des acteurs qui soient capables de fédérer, ce qui parfois peut arriver au niveau des quartiers quand vous êtes sur des zones d'aménagement, ça peut arriver, qui peut être au niveau des villes dans lesquelles on peut avoir ces sujets-là. Donc voilà, il faut vraiment fédérer les acteurs autour de ces projets qui ont... Ça, vous voyez que les mentalités évoluent quand même aussi? Que c'est plus facile de fédérer aujourd'hui? Je pense que les mentalités, elles évoluent parce que tout le monde a bien conscience que voilà, l'énergie est un bien précieux, qu'on va en avoir besoin de beaucoup, que la transition énergétique est un sujet en soi. Il va y avoir beaucoup d'électrification, il va y avoir besoin de chaleur. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, on a parlé tout à l'heure de la géothermie. Je pense que Equans, par exemple, a un certain nombre de solutions autour de la géothermie et on voit que ça peut être utile. Ils ont aussi des solutions autour du refroidissement. Ça va être aussi des sujets. Mais c'est vrai qu'il faut... Gros sujet, le refroidissement. Ah bah, gros sujet. Le refroidissement, parce que on parle beaucoup de passoires énergétiques, thermiques. On dit ah là là, il fait très très chaud. Demain, on dira il fait très très froid. Donc les bouilloires thermiques. Les bouilloires thermiques, je crois que ça y est. J'ai vu ça dans le journal il y a pas très longtemps. Exactement. Donc on parlait beaucoup de chauffage, mais on va parler de refroidissement. On a des réseaux de chaud, réseaux de chaleur, mais on va avoir des réseaux de fraîcheur aussi. Donc et ça, c'est pas quelque chose que vous faites. Vous pouvez le faire évidemment à l'échelle d'un bâtiment quand vous avez un gros bâtiment tertiaire. Ça peut être ça. Mais globalement, il faut regarder ça à une échelle plus importante. Est-ce que vous travaillez sur des projets de bâtiments intelligents capables, par exemple, d'ajuster leur consommation en fonction des besoins réels? Oui. Non mais oui, la question de donner de l'intelligence au bâtiment pour à la fois piloter la consommation et d'abord optimiser la consommation puis piloter la consommation, oui, ça c'est quelque chose. Mais je dirais que c'est pas très récent, ça fait quand même un certain temps. Oui, mais enfin, on voit bien que ça marche pas très bien pour le moment. Non, Est-ce que ça peut s'améliorer? Alors, je crois quand même que ça s'améliore. Non, je crois que ça s'améliore. Ça dépend de quel type de bâtiment on parle. Là encore, quand on est sur des bâtiments qui sont des bâtiments tertiaires, des bureaux, c'est des choses qui ont été mises en œuvre avec des BOS, enfin des Building Operating Systems, toutes les questions de GTB qui existaient. Évidemment que c'est des choses. Aujourd'hui, il y a quand même la notion de jumeau numérique où on se dit tiens, on va essayer de concevoir dès l'amont la façon dont le bâtiment doit être opéré, exploité. Comment est-ce qu'il faut, dès la conception, je réfléchis à sa compacité, les matériaux, l'organisation, les technologies, comment est-ce que tout ça, son intégration dans son écosystème, est-ce qu'il pourra être relié à un réseau de chaleur ou pas, etc., pour justement prévoir la façon et les consommations qu'il va avoir. Donc je pense que la question du jumeau numérique est intéressante en disant bah tiens, là ça va me permettre de faire de l'optimisation. Je l'ai pas dit, mais la conception et plus on prend le sujet en amont, plus on a des chances d'avoir des solutions qui sont impactantes. Voilà, ça je pense que c'est assez essentiel. C'est essentiel. Donc la question de la conception, elle est quand même au cœur de la réflexion. Et là où ça change un peu, c'est qu'il y a quand même la question de la conception multicritère aujourd'hui. On a évidemment depuis toujours, on a fait des conceptions et ceux qui ont réalisé les conceptions ont pensé à la structure, à la résistance, à la thermique, bien sûr, à l'économique. Évidemment. Mais maintenant, il faut rajouter les émissions de CO2, la consommation d'eau, les températures en été maximum, etc. Donc, on est dans des conceptions qui sont vraiment des conceptions multicritères. Donc, et là, le numérique et la transformation digitale du secteur de la construction est indispensable. La transformation digitale du secteur de la construction, c'est aussi un levier pour améliorer l'empreinte environnementale, on va dire au sens large, des bâtiments. Et c'est vrai qu'on voit souvent... Il faut savoir exploiter le jumeau numérique. Après, il faut pouvoir exploiter le jumeau numérique, ce qui, dans des environnements environnement industriel, environnement de grands bureaux, évidemment, là, vous avez des équipes qui peuvent exploiter les jumeaux numériques. Et donc, ça se passe. Vous le faites pas dans des bâtiments de logement, bien évidemment. Donc voilà, là encore, c'est pas la même chose. Mais sur les industriels, par exemple, c'est des choses qui sont aujourd'hui, ou dans les bureaux, des choses qui fonctionnent bien. Qui fonctionnent. Autre thème d'actualité, comment vous anticipez la réglementation sur la zéro artificialisation nette des sols? Là encore, on est à
Je veux dire, on est une entreprise de service, on va répondre à ce que nos clients attendent. Et donc, c'est les projets qui vont sortir, ils seront à tel et tel endroit. Ce que ça veut dire, c'est que dans un certain nombre de cas, on va être dans de la réhabilitation, de la rénovation ou tout ce qui est friche industrielle. Donc, ce qu'on anticipe, c'est que les projets qui vont sortir, c'est pas nous qui choisissons dans la plupart des cas les projets qui sortent, hein. On anticipe surtout que les projets qui vont sortir vont certainement être dans des endroits plutôt en reconstruisant la ville sur la ville, on va dire, et avec des notions de réhabilitation qui vont être beaucoup plus importantes que ce qu'ils ne l'étaient préalablement. Vous travaillez déjà dessus, quoi. Bien sûr, bien sûr. Je ne travaille pas spécifiquement sur le zéro artificialisation nette. C'est plutôt la typologie des projets qui vont sortir qui va peut-être un peu évoluer ou l'emplacement dans lequel ils vont se situer. Mais pour l'acte lui-même de l'ouvrage, voilà, on va se retrouver sur de la réhabilitation, de la construction, voire de la construction neuve sur des friches industrielles, par exemple. Donc voilà, on reste quand même dans des choses qui sont assez classiques. Alors le thème en plein essor également dans le secteur, c'est celui de la gestion de l'eau. On en a un petit peu parlé dans la construction, mais aussi l'usage du bâtiment. Comment vous voyez cet enjeu évoluer dans les prochaines années ? Je pense que c'est un enjeu qui va prendre une place majeure. Alors c'est un enjeu qui, de toute façon, existait déjà dans un certain nombre de circonstances, parce que vous avez déjà, en France et à l'international, mais concentrons-nous sur la France, vous avez déjà des endroits où il y a du stress hydrique régulièrement et pour lequel, depuis plusieurs années d'ailleurs, les préfectures prennent des arrêtés de non-consommation d'eau pour un certain nombre de choses, et notamment pour des activités industrielles. Vous pouvez en avoir clairement à différents endroits. Donc c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau. Ce qui est un peu nouveau, c'est la perception de la société civile sur ces sujets-là, qui, je pense, a beaucoup évolué. Et puis le fait que le climat les gens qu'on a change. privés d'eau, ils commencent à comprendre, en effet. Tout à fait. Et ceux dont on n'a pas privé d'eau s'inquiètent qu'on pourrait les priver d'eau. Donc ça, c'est totalement compréhensible. Le climat change, hein. Là, je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne peut nier le fait que on vit une période où le changement climatique devient totalement perceptible, et on sait que l'eau va devenir une ressource, elle aussi, sur laquelle il va falloir faire très attention. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution sur ces sujets-là ? Il y en a un certain nombre. Alors, évidemment, la première question, c'est est-ce qu'on peut consommer moins d'eau ? C'est toujours, on se retrouve toujours dans la même chose. Est-ce qu'on peut consommer moins, optimiser ce qu'on consomme, etc. Et donc là, la consommation d'eau, oui, bien sûr, vous pouvez l'optimiser. Il y a des besoins en eau qui peuvent être par de la récupération d'eau de pluie, par exemple, plutôt que de consommer sur le réseau. Parce que quand vous consommez de l'eau, que vous tirez de l'eau sur le réseau, il faut regarder que cette eau que vous tirez en eau potable, elle a été traitée, filtrée, elle arrive jusqu'à chez vous. Il y a beaucoup de pertes dans les réseaux pour plein de raisons diverses et variées. C'est-à-dire que quand vous consommez 1 litre d'eau, il y a énormément d'énergie, énormément d'eau qui finalement a été perdue. Donc c'est vrai que si vous pouvez utiliser des eaux de pluie pour arroser, par exemple, dans un certain nombre de circonstances, notamment dans des bureaux où il y a des Laver sa voiture. Voilà, donc typiquement, là vous pouvez avoir. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on peut recycler les eaux usées ? Et ça, je pense que de plus en plus, la question du traitement des eaux grises pour, dans un premier temps, être réutilisées, soit dans des zones d'arrosage, par exemple, mais qui peuvent être aussi réutilisées pour les toilettes. Ou, la chasse d'eau. Bah oui, exactement. Alors certains disent voire jusqu'aux machines à laver dans un certain nombre de cas. Donc là, il y a un certain nombre de sujets qui peuvent faire ça. Et évidemment, c'est intéressant parce que là, il y a aussi les douches à recyclage qui commencent à exister. Donc oui, je pense que les technologies, en l'occurrence, arrivent et commencent à être assez matures pour se dire, bah voilà, je peux à la fois optimiser ma consommation et puis je peux recycler. Là encore, hein, on est alors on n'est pas au réemploi, hein, on recycle entre deux, c'est traité, mais on peut quand même réemployer. Je sais, le siège de Bouygues Construction, par exemple, qui a été construit dans les fin des années 80, a bénéficié ou a été rénové dans les années 2010. Avec un gros travail sur l'eau, justement, avec des bassins de filtration, avec la récupération d'eau de pluie, avec des circuits d'eau différents pour finalement les circuits d'eau potable et puis les circuits, par exemple, de toilettes ou de choses comme ça. Et donc là où ils pompaient au départ de l'eau dans la nappe phréatique, après la rénovation, ils pompaient plus rien. Donc il y a vraiment des capacités, et ça a été un démonstrateur pour montrer qu'on était capable finalement d'arriver à réfléchir de façon systémique à ce sujet de l'eau. Donc oui, je pense que c'est un sujet qui va être extrêmement prépondérant dans les années qui viennent. Si je vous demande à quoi ressembleront les bâtiments du futur, est-ce que vous avez une réponse, plusieurs réponses, pas de réponse? Je pense que les bâtiments
Les bâtiments du futur, j'ai sûrement plusieurs réponses. Les bâtiments, ils vont être beaucoup plus sobres, c'est évident, ils vont avoir beaucoup moins d'impact. Et les bâtiments du futur aussi, c'est des bâtiments dont on aura intensifié l'usage. Je pense que c'est important, c'est un sujet dont on n'a pas vraiment parlé, mais une façon de finalement d'optimiser la consommation de ressources, la consommation d'eau, la consommation d'électricité, c'est aussi d'optimiser la consommation des espaces. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bâtiments qui ne sont pas utilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et les bureaux ne sont pas utilisés la nuit, la plupart du temps. Les universités... Les écoles pas le week-end. Les écoles pas le week-end, etc. Donc la question de l'intensification d'usage est quelque chose d'extrêmement important parce que finalement, ça vous permet d'avoir avec la même consommation de ressources naturelles, d'avoir un taux d'occupation plus important et donc quelque part une baisse de votre impact. Et c'est vrai que ça c'est important donc d'avoir des bâtiments qui sont vraiment bien intégrés à leur écosystème dont on a parlé tout à l'heure en termes de réseau, eau, électricité, chaleur, mais aussi des bâtiments qui sont bien intégrés dans leur écosystème en termes sociétal, c'est-à-dire des bâtiments de vie qui vont pouvoir être utilisés le plus intensément possible. Alors ce sera évidemment des bâtiments qui, quand ils auront été construits, s'ils ont été construits neufs, auront des matériaux biosourcés, géosourcés, bas carbone, moins impactants, et ils auront bénéficié d'une conception bioclimatique. Évidemment, tous ces sujets dont on entend parler, ils auront cette notion de biodiversité, de symbiose avec le vivant, qui seront mis en œuvre. Mais au-delà de ça, voilà, ce sera des bâtiments qui vont être très utiles à leur écosystème et on va essayer d'en maximiser, je pense, l'utilité. À titre personnel, à quand remonte votre engagement en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique ? Alors, je dois avouer que avant 2015, donc ça fait maintenant une dizaine d'années, moi j'étais spécialiste de l'IT. Bon, bien sûr, j'avais comme toute personne, enfin comme tout citoyen, j'en entendais parler, etc. Mais c'est vrai que j'étais moins au cœur de ces préoccupations. Et c'est vrai qu'en ayant pris la responsabilité des sujets de développement durable pour Bouygues Construction, ça m'a permis d'abord de m'intégrer dans un écosystème de gens qui avaient certainement une maturité sur le sujet beaucoup plus importante que la mienne, et puis de me côtoyer aussi à des rapports scientifiques, etc. Et j'ai une grande appétence pour la science, donc voilà. Et donc c'est vrai que les rapports scientifiques, le côtoiement avec les académiques, etc., qui ont des indicateurs et des perceptions extrêmement affûtées sur ces sujets-là, c'est vrai que ça a fait une prise de conscience importante. Et puis le point est que j'ai eu la chance d'être dans une entreprise où on est capable d'avoir de l'impact. Et ça, c'est quand même formidable d'être dans une entreprise où vous vous dites le produit, les solutions qu'on propose, elles ont du sens. Elles sont importantes, je pense qu'elles sont importantes pour la société, les gens en ont besoin, mais on est en même temps capable de conjuguer ce besoin d'apporter ces services, ces solutions, ces bâtiments, ces ouvrages, ces infrastructures, avec la capacité d'essayer d'infléchir notre impact environnemental, d'infléchir la trajectoire qu'on peut avoir. On parlait de trajectoire au début, ça fera la boucle, mais et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant, c'est cette capacité à finalement entraîner l'entreprise aussi dans cette dynamique. Vous êtes quand même converti en vous instruisant sur le sujet. Absolument. Je pense que la compréhension des phénomènes, le côtoyer, se former, se sensibiliser est extrêmement important. Ça me paraît nécessaire. Ça vous permet de faire la part des choses entre les faits et puis ensuite les sensations, les perceptions et les ambitions. Mais vous avez des faits. Et je pense qu'aujourd'hui, les faits sont clairs. Ils sont ressentis, ils sont inéluctables, et donc il y a une transition. Mais on fera pas la transition sans les gens. Donc il faut trouver des façons d'amener cette transition dans laquelle la société a envie d'aller. Sinon, il y aura pas de transition. Donc il faut vraiment y arriver, mais les faits, ils sont avérés, et donc c'est pas la peine de tourner autour du pot par rapport à ça. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller avec ambition, enthousiasme et conviction. Merci beaucoup, Marie-Luce Godino. Merci, Carole Ferry. Nous remercions une nouvelle fois notre partenaire sur ce podcast Kingspan France. Kingspan France, ce sont des solutions globales d'isolation et d'enveloppe du bâtiment. Retrouvez leur engagement, leurs solutions et leurs projets sur kingspan.com/fr/fr.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtir pour le climat, un podcast du Moniteur, des cahiers techniques du bâtiment et de Négoce. Abonnez-vous, partagez l'épisode avec votre entourage et laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Bâtir pour le climat, c'est aussi le nom de l'événement qui se tient le 5 novembre 2024 à Ground Control à Paris. Au programme, des rencontres avec des acteurs engagés de la construction durable pour partager les meilleures pratiques du secteur et amplifier son impact. Pour vous inscrire gratuitement à l'événement, rendez-vous sur bâtirpourleclimat.com. En attendant, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.